Le Tour de France 2026 a été présenté ce jeudi 23 octobre à midi. Bienvenue pour cette nouvelle analyse. La saison cycliste vient de se terminer et pourtant on est déjà hypé par la saison prochaine avec notamment l'annonce du parcours du Tour de France 2026. Alors comme vous le voyez, j'essaye un petit peu de construire ce décor. Pour le moment il est un peu ridicule, il va encore se développer, vous inquiétez pas. Mais c'est aussi pour l'évolution de la chaîne et pour cette nouvelle analyse donc du parcours du Tour de France. On avait écouté les rumeurs, pas forcément rassurantes, notamment de la part de nos amis chez Vélo Futé. Merci d'ailleurs pour leurs analyses souvent très intéressantes qui m'inspirent beaucoup pour mes analyses et mes vidéos à moi. Et on va être parti donc pour essayer de voir ensemble ce qu'il en est de ce parcours édition 2026. D'abord, comme prévu, on a un grand départ en Espagne, alors ça on le savait déjà, mais le grand départ se fait donc par un contre-la-montre par équipe. Alors personnellement j'aime beaucoup cette idée, notamment parce que ça permet de diversifier donc le profil des étapes, même si là ça arrive dès le début de ce Tour de France, on va pouvoir avoir des premières idées sur les formes des favoris et notamment sur les formes de leurs équipiers, ce qui va être très important à savoir dès l'entame de ce tour. C'est un profil quand même assez technique pour un contre-la-montre par équipe. Ça fait que de monter du début à la fin. Alors les 3/4 du parcours sont en faux plat montant, donc un profil qui convient parfaitement aux gros rouleurs, aux grosses cuisses des différentes armadas pour le classement général. Il va falloir, et on va pouvoir avoir une certaine gestion intéressante de ces coureurs-là par spécialité, et donc user les rouleurs en première partie d'étape avant d'utiliser nos coureurs les plus explosifs. On espère en tout cas qu'il y en aura encore dans les équipes pour les managers à ce moment-là, parce qu'on va enchaîner deux côtes. D'abord la côte de Montjuic, 1,1 km à 5,1% avant l'arrivée à Barcelone donc, et la côte du stade olympique, 800 mètres à 7% qui va faire très mal aux pattes. On enchaîne dès le lendemain donc avec une nouvelle arrivée à Barcelone et une étape en deux temps, un premier temps assez calme, puis un deuxième temps très vallonné, très accidenté. Ce sera une étape intéressante pour les punchers où on devrait voir quand même des petits écarts, notamment en raison de l'enchaînement de la côte du château de Montjuic et à nouveau de la côte du stade olympique donc. Alors on peut être un peu déçu et certains seront certainement un peu déçus de cette forme répétitive autour de Barcelone. On retrouve encore une fois la ville et on retrouve surtout encore une fois la même arrivée donc à la côte du stade olympique. N'empêche que sur le profil, cette étape-là ne devrait pas nous décevoir. Et enfin, on peut aussi dire qu'on sera un petit peu déçu de ces profils en Espagne parce que finalement, cette troisième étape signe l'arrêt du peloton en Espagne et l'arrivée en France dans les Pyrénées-Orientales. On aura seulement en fait 3/4 de l'étape sur le territoire espagnol avant d'arriver en France et d'arriver aux Angles, 1,7 km à 6,5%. Donc on retrouve la France quand même assez tôt, tant mieux, mais il faut quand même dire qu'on manque de diversité sur le territoire espagnol. On pouvait espérer, notamment quand on arrive petit à petit près des Pyrénées, des étapes de haute montagne. On n'en aura pas. On aura quand même peut-être, pour moi, un nouveau maillot jaune sur cette étape-là. Un nouveau maillot jaune donc sur le territoire français. Pourquoi ? Parce qu'on devrait avoir une chance évidente pour les baroudeurs avec ce profil-là, ce profil difficile en fin de journée. Alors peut-être que les sprinters qui passent bien les côtes auront leur chance. En tout cas, il faudra aussi être puissant dans le final pour avaler ces derniers pourcentages. Peut-être que les punchers voudront leur chance. Mais moi, je vois bien un baroudeur aller chercher la tunique jaune. Et on arrive donc enfin pour les étapes 100% françaises. La quatrième étape, le mardi 7 juillet, entre Carcassonne et Foix, des étapes finalement d'habitués, parce qu'on a une ville d'arrivée et une ville finale d'habitués, 182 km, avec la première étape vraiment accidentée, une étape voire même de moyenne montagne, avec notamment en milieu d'étape le col de Coudon, donc 10,7 km à 5,5%, enchaîné quelques kilomètres plus tard par le col de Montségur, 6,9 km à 6,6% et une arrivée sur du plat à Foix, une opportunité peut-être à nouveau pour les baroudeurs de se montrer en échappée. Le lendemain, on enchaîne encore avec une étape d'habitué, j'ai envie de dire, pour l'arrivée à Pau, 158 km plus calme, 158 km de plaine, avant le jeudi 9 juillet, et donc
un départ de Pau, mais une arrivée à Gavarani-Guedre, ou Gèdre, désolé si je prononce mal cette arrivée, 186 km de montagne, une vraie grosse première étape de montagne, j'ai envie de dire, et notamment avec un passage par le Tourmalet qui ne quitte pas la grande boucle. On aura donc d'abord le col d'Aspin, 12 km à 6,5%, puis enchaîné par le col du Tourmalet, 17 km à 7,3%, et pour le premier au sommet, la récompense du souvenir Jacques Godet, et enfin l'arrivée donc à Gavarani-Guedre, avec une petite côte de 18 km à 3,7%. C'est pas une petite côte, mais c'est une côte plutôt roulante, faut le dire. Il y aura des écarts, hein. Pour moi, des écarts devront être faits, mais si on veut faire mal à ses adversaires, notamment au classement général, il faudra les faire avant l'ascension finale, qui est un petit peu trop plate, et dans donc le col du Tourmalet, assez loin de l'arrivée, à 40 km de l'arrivée. Donc j'ai dit, pour moi il y aura des écarts, mais ce ne sera pas les mêmes écarts qu'au sommet du Tourmalet. On n'aura pas une course linéaire au niveau des écarts entre les coureurs. Pourquoi ? Parce qu'il y aura quand même un avantage pour ceux qui auront encore des équipiers, ou ceux qui s'entendront bien avec d'autres leaders dans un petit groupe. Après le Tourmalet, on devra avoir le droit à un final tactique. Espérons qu'il ne soit pas ennuyant. On va avoir 2 petites journées pour se calmer avec le début du week-end, le début du premier week-end de course. D'abord le vendredi 10 juillet entre Aguemaux et Bordeaux pour 175 km de plaine. Enchaîné le samedi 11 juillet avec une étape entre Périgueux et Bergerac. Et c'est 182 km assez plats eux aussi, avant d'arriver pour le premier dimanche, enfin le deuxième dimanche, mais le premier dimanche français, ce dimanche 12 juillet entre Malmort et Ussel, avec 185 km de course et un profil à nouveau assez accidenté. Quand on regarde sur le papier cette étape-là, on peut se dire que ce profil n'est pas si fou que ça. Mais finalement, il y a beaucoup de dénivelés qui vont peut-être permettre d'avoir beaucoup de mouvements de course, notamment en début d'étape, avec une grosse bataille entre les échappés, et pourquoi pas une course qui s'accélère donc dans les dernières dizaines de kilomètres. L'échappée va peut-être mettre du temps à se mettre en place avec ce profil accidenté, mais elle aura sa chance en fin d'étape, même si les sprinters voudront peut-être remporter une 3e étape consécutive avant une journée de repos bien méritée. Et on reviendra pour la 14e étape dès le mardi, donc le mardi 14 juillet, jour de fête nationale, on le dit tous les ans, c'est une étape où on va attendre les coureurs français entre Aurillac et le Lioran, 167 km, à nouveau accidenté et un nouveau profil qui pourrait plaire à certains coureurs français. Même s'il y a une possibilité pour les baroudeurs, faut le dire, l'enchaînement en fin d'étape de côte fait penser à une arrivée faite pour les punchers. Finalement, il n'y avait pas eu d'enchaînement comme ça sur le tour depuis la 2e étape et l'arrivée à Barcelone, même si c'est pas du tout le même profil de fin de journée. Alors côté français, on aura peut-être une chance, et on pense notamment à Romain Grégoire qui voudra ouvrir son compteur de victoire sur les routes de la grande boucle. On pensera notamment au col de Pertus, 4,4 km à 8,5%, qui devrait créer des écarts entre les coureurs avec le plus de punch. À nouveau, un moment plus calme le 15 et 16 juillet avec une arrivée à Nevers sur de la plaine, puis à Chalon-sur-Saône. On retrouvera une étape accidentée de plus de 200 km, la seule étape de plus de 200 km du tour, faut le dire quand même, c'est assez surprenant. On voit sur ces dernières éditions de moins en moins d'étapes longues, et là c'est la seule qui fait de plus de 200 km, même si on a énormément d'étapes autour des 180-190 km, donc une arrivée à Belfort et un passage par le Ballon d'Alsace. On n'a pas trop d'infos sur cette journée-là, on n'a pas encore le profil qui est sorti. Et ensuite, les choses sérieuses commencent. 14e étape, samedi 18 juillet. Ça y est, alors qu'on râlait, j'avais râlé notamment sur mes vidéos l'an dernier, sur le fait que pour les gens qui travaillaient, le week-end, il n'y avait pas d'étape très intéressante. Cette année, ils ont mis la totale sur les week-ends, vous le verrez sur le dernier week-end de course. Donc samedi 18 juillet, entre Mulhouse et une arrivée au Markstein, 155 km de course, une étape pas si longue que ça. Les leaders voudront remporter peut-être cette première étape, cette vraie première étape, avec beaucoup d'écart entre les coureurs. On pourra avoir des surprises avec des grimpeurs déjà lâchés. On pourra aussi voir Pogačar qui assommera déjà le tour, faut le dire, dès ce samedi 18 juillet. Ce sera pas si tard que ça. Et donc une arrivée au Markstein après le col du Hague, 11,2 km à 7,3%. Elle sera enchaînée par une seconde étape de montagne le dimanche 19 juillet, je l'ai dit, un week-end plaisant entre Champagnole et le plateau de Solaison, 184 km de course, donc plus longue, et une arrivée inédite dans les Alpes, au plateau de Solaison.
Et on va voir que cette étape, elle va être particulièrement difficile, notamment avec d'abord le col de la Corzette, 5 km à plus de 11%, ça va faire très mal aux pattes. Puis quelques kilomètres plus tard, le plateau de Solaison, plus de 11 km à 9%, ce sont deux monstres, avec une arrivée qui fera de gros dégâts. Une arrivée qui sera notamment propice aux attaques précoces. Pourquoi? Parce que les premières pentes du plateau de Solaison sont sur du 11%, donc avec une entame de col très intéressante. Journée de repos ensuite qui va nous permettre d'un petit peu nous calmer, et même pendant 2 journées avant d'entamer le moment le plus intéressant de ce tour. Cette dernière semaine sera effectivement passionnante et elle débutera par un contre-la-montre individuel, le seul contre-la-montre individuel après le contre-la-montre par équipe de cette grande boucle, 16e étape, le mardi 21 juillet, entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains, 26 km pour le seul chrono individuel de ce Tour de France, un contre-la-montre donc en Haute-Savoie qui sera coupé en 2 parties. C'est un petit peu le contraire que le contre-la-montre par équipe qu'on a eu le droit à Barcelone, avec une difficulté plus longue, mais qui aura lieu au début, sur la première partie de cette étape-là. C'est un chrono en dernière semaine, on pourra avoir des surprises, et notamment des écarts importants avec ce profil, parce que ce profil y contient la côte de Larringe, presque 10 km à 4,3%. Attention, parce qu'il faudra en garder pour la fin, même si les coureurs pourront dérouler leur puissance en deuxième partie d'étape avec un faux plat descendant. Ce faux plat descendant qui, malgré tout, ne devrait pas suffire pour les meilleurs rouleurs à s'imposer, parce que la première partie d'étape fera trop mal aux pattes. Est-ce qu'on aura donc un spécialiste qui s'imposera? Peut-être quand même, parce que faut pas oublier qu'aujourd'hui, les coureurs de classement généraux, les Remco Evenepoel, les Tadej Pogacar, même les Jonas Vingegaard sont des spécialistes du contre-la-montre. Dernier moment pour souffler, 17e étape, mercredi 22 juillet entre Chambéry et Voiron, dernière étape de plaine, avant le grand feu d'artifice final. 18e étape, jeudi 23 juillet, entre Voiron donc, et Orsières-Merlette, 185 km de course et une nouvelle arrivée au sommet. On n'aura pas d'arrivée en descente sur cette édition du Tour, comme l'année dernière. Une arrivée donc à Orsières-Merlette après une étape qui sera pas plate, mais qui sera quand même plutôt calme, sans grosses difficultés apparentes. Une arrivée de 7 km à 6,7%, ce sera peut-être la dernière chance pour les baroudeurs de s'imposer, parce qu'on verra dès le lendemain, ce sera pas du tout la même chose, on verra plutôt les grimpeurs à l'œuvre, mais attention, parce que le baroudeur qui s'imposera devra quand même avoir les jambes pour avaler du dénivelé, parce qu'il faudra s'imposer au sommet d'Orsières-Merlette. Et nous voilà arrivés aux 2 journées finales, avant les Champs-Élysées, les 2 journées qui font tant débat. Étape 19, vendredi 24 juillet, entre Gap et l'Alpe d'Huez, 128 km de course, une étape de haute montagne, une étape courte en 2 temps, mais 2 temps très intenses. Le premier temps sera réservé normalement à une bataille entre les échappés et une bataille entre les équipiers leaders pour savoir qui gérera le rythme du peloton. On aura ensuite le droit à un long moment de plaine dans l'Isère, donc après le col de Bayard, 5 km à 7,2%, et le col du Noyer, 7 km à 8,5%. Et nous voilà arrivés après certainement un peu plus d'1 heure assez calme, sur la première arrivée à l'Alpe d'Huez sous un premier versant. Avant l'Alpe, on aura le droit au col d'Ornon, 5,4 km à 6,4%, une descente de plus d'une dizaine de kilomètres, 1 ou 2 km de plaine, et nous voilà dans ce qu'on attend, ce col mythique, avec, il faut le dire quand même, 3 derniers kilomètres un petit peu plus simples, autour des 5%, pour profiter d'une victoire prestigieuse après avoir avalé presque 13 km à plus de 8%. Mais pourquoi elle fait tant débat cette étape, et pourquoi elle fait tant débat avec le lendemain? Parce que le lendemain, 20e étape, donc veille d'arrivée, samedi 25 juillet, entre le Bourdoisan et à nouveau l'Alpe d'Huez. Alors cette fois-ci ce sera plus long, ce sera 171 km de montagne, et il faut le dire quand même, 5600 mètres de dénivelé positif, c'est énorme. On a donc un débat qui a lieu autour de cette double arrivée à l'Alpe. Alors au début, quand j'ai lu ça, j'ai cru qu'il y avait 2 fois l'Alpe d'Huez à monter en une seule journée, comme on a déjà eu le droit avec le Mont Ventoux, mais non. On a une deuxième arrivée sur une journée différente, donc au sommet de l'Alpe d'Huez, avec cette étape incroyable. Alors pourquoi ça fait débat? Parce qu'on comprend pas trop l'utilité finalement de l'étape de la veille. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres cols à parcourir dans les Alpes, hein? Les Alpes sont quand même assez vastes. Ça rend pour moi l'arrivée d'aujourd'hui et l'arrivée de la veille un petit peu moins mythique, parce qu'il y aura 2 vainqueurs de l'Alpe d'Huez,
C'est un peu dommage. N'empêche que cette étape, elle fait quand même rêver. Pourquoi? Parce qu'on va enchaîner 4 cols extrêmement difficiles, 4 cols qui seront peut-être désignés tous les 4 comme hors catégorie. D'abord le col de la Croix de Fer, 24 km à 5,2%. Ensuite le col du Télégraphe, 11,9 km à 7,1%, qui sera directement enchaîné par le col du Galibier, 17,7 km à 6,9%. Donc presque 30 km de montée non-stop, avec, il est vrai, un petit kilomètre ou deux de pause pour les coureurs, et là on aura peut-être le droit à des tentatives très lointaines pour retourner le classement général. En tout cas en tant que spectateur, on attend que ça. Et enfin l'arrivée, elle se fera après le col de Sarenne, 12,8 km à 7,3%. Alors si la veille on avait plutôt une course de côte jusqu'à l'Alpe d'Huez, le lendemain ce sera une course totale pour le classement général avec ses différents cols. C'est un profil fou qui nous plaît beaucoup, évidemment, en espérant que le général ne soit pas déjà joué d'avance, on te parle, Tadej Pogačar, ou en espérant voir une victoire inattendue, comme va celle de Valentin Paré-Peintre l'an dernier au Mont Ventoux. Et enfin, celle-là aussi, elle fait débat, alors elle fait moins débat que l'année dernière, parce qu'elle n'est plus inédite. Le dimanche 26 juillet, grande arrivée aux Champs-Élysées, après une étape de 130 km, et donc l'arrivée du peloton, enfin, à Paris. On pourra revoir le spectacle réussi de l'an dernier. La rue Le Pic est à nouveau au programme, on l'attendait, avec un dernier passage au sommet de la rue Le Pic, plus loin de l'arrivée, pour laisser, selon Christian Prudhomme, plus de chance peut-être à des sprinteurs résistants. Si vous me permettez de faire un petit bilan général de ce Tour de France et de donner un peu mon avis, pour moi, il est très plaisant, comme pour beaucoup de journalistes. Il est aussi très diversifié, c'est ce qu'on dit, comme je l'ai dit avant, nos amis de Vélo Futé. Il y a 2 petits creux pour souffler, entre donc un petit creux lors de la première semaine, puis un petit creux de 2-3 étapes lors de la deuxième semaine, et enfin une troisième semaine très difficile avec 3 journées qui s'enchaînent au Markstein, puis nos 2 arrivées à l'Alpe, où il ne va pas falloir exploser pour les coureurs du classement général. Je suis quand même assez content des opportunités laissées notamment aux baroudeurs. On aura peut-être des retournements de situation, peut-être des coureurs qui remporteront pour la première fois une victoire sur la grande boucle, et une potentielle lutte, en tout cas pendant la première semaine, pour le maillot jaune en ce début de Tour de France. Alors, il y a quand même quelques coureurs qui vont râler, et là je pense notamment aux purs rouleurs spécialistes du contre-la-montre, qui n'auront eux pas leur chance entre le contre-la-montre par équipe et le contre-la-montre individuel. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère ne pas être allé trop vite, j'espère avoir bien décrypté cette grande boucle. Donnez-moi votre avis, que ce soit sur ma vidéo ou votre avis sur ce parcours en commentaire, et on se retrouve très vite, malgré l'hiver et la fin de saison, pour une nouvelle analyse.